Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de ce vendredi 30 août. Le week-end s'annonce sous haute tension à Hong Kong après un coup de filet dans l'opposition. Les manifestations prévues demain seront interdites. Des élections locales se tiendront ce dimanche en Allemagne où l'extrême droite pourrait réaliser une véritable percée dans plusieurs länders. Les tractations s'intensifient entre Londres et Bruxelles à 2 mois du Brexit. Un calendrier a été mis en place, mais l'heure tourne. Analyse à suivre dans un instant avec notre bureau de Bruxelles. Et puis direction les États-Unis où l'ouragan Dorian devrait bientôt toucher la Floride. Sur place, les habitants se préparent à affronter les éléments. L'Union européenne exprime son inquiétude après un regain de tension à Hong Kong. Des rassemblements en faveur de la démocratie devaient se tenir demain, mais les autorités locales ont décidé d'interdire ces manifestations. Les précisions de Julien Pavie. C'est un week-end sous haute tension qui se profile à Hong Kong après une vague d'arrestations qui a visé le camp pro-démocratie, dont ces 2 jeunes figures du mouvement, Agnes Cho et Joshua Wong. Tous 2 ont finalement été libérés sous caution après avoir été inculpés pour organisation d'une manifestation illégale. À leur sortie du tribunal, ils se sont dit déterminés à poursuivre le combat pour défendre les libertés à Hong Kong qu'ils jugent de plus en plus menacées par Pékin. Ce coup de filet dans le camp pro-démocratie a également visé un député ainsi que le fondateur d'un jeune parti indépendantiste et des manifestants. L'opposition dénonce une manœuvre du gouvernement local et de Pékin afin de museler le mouvement après plus de 2 mois de manifestations sans précédent pour la défense de l'autonomie de Hong Kong, ex-territoire britannique rétrocédé à la Chine il y a 22 ans. Les regards se tournent à présent vers l'Allemagne où des élections locales sont prévues dans 2 jours. Un scrutin qui intervient à un moment particulier et lors duquel l'extrême droite pourrait réaliser une véritable percée. Les explications d'Olivier Peggy. La chute du mur de Berlin, c'était il y a 30 ans. L'anniversaire coïncide avec des élections locales dans plusieurs des Länder de l'ex-RDA. Ce dimanche, le scrutin concerne les Länder de Brandebourg et de Saxe. Et les sondages prédisent un score important pour l'extrême droite. Le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, pourrait même arriver en tête. Il a fait campagne en reprenant la rhétorique du soulèvement de 1989, le peuple contre le régime, remplaçant le parti unique par la pensée unique, incarnée, selon l'AfD, par les partis traditionnels. Vous devez faire très attention quand vous parlez à vos voisins, à vos collègues, à vos enfants, parce qu'ils sont susceptibles de répéter ce que vous avez dit. Tous ceux qui ont vécu du temps de l'Allemagne de l'Est disent qu'aujourd'hui, le climat est pire qu'à cette époque. Nous avons rencontré une des leaders des manifestations ayant conduit à la chute du mur. Elle se dit outrée que le parti d'extrême droite prétende aujourd'hui incarner l'esprit de 1989. Selon elle, l'AfD est aux antipodes des valeurs de justice et de démocratie, des valeurs qui ont animé la révolution. J'aimerais demander à tous ceux qui votent pour l'AfD, combien d'entre vous sont effectivement descendus dans les rues il y a 30 ans quand il y avait un vrai danger à manifester? Combien n'ont fait que prendre le train en marche? En Allemagne, l'histoire et la politique sont souvent liées et la chute du mur en est une illustration, souligne notre correspondant en Allemagne. Ce qui se passe en Saxe et dans le Brandebourg ressemble à une bataille pour s'approprier cette page bien particulière de l'histoire du pays. L'Italie échappe pour l'instant à de nouvelles élections pour sortir de la crise gouvernementale. Après l'explosion de la coalition initiée par l'extrême droite, le Premier ministre Giuseppe Conte doit composer une équipe qui unira le centre-gauche et le mouvement 5 étoiles. Mais la formation populiste pose ses conditions.
La nouvelle coalition gouvernementale en Italie a-t-elle un avenir? L'un de ses fers de lance, Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, a fait savoir qu'il pourrait jeter l'éponge si le programme déterminé par le nouveau cabinet n'inclut pas les principales mesures défendues par sa formation politique. Nous avons résumé nos principaux objectifs dans un document que nous avons soumis au Premier ministre. Nous estimons que certains de ces objectifs sont essentiels. S'ils sont inclus dans le programme, nous pourrons alors commencer à travailler dans ce nouveau gouvernement. S'ils ne le sont pas, mieux vaudra retourner aux urnes le plus tôt possible. Reconduit au poste de Premier ministre, Giuseppe Conte a rencontré les différents responsables politiques en vue de former cette nouvelle équipe gouvernementale. Une alliance inédite entre donc le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, formation traditionnelle de la gauche italienne. Son leader, Nicola Zingaretti, a lui aussi fixé ses conditions. Nous réitérons notre appel à réduire les impôts sur les moyens et bas salaires afin de stimuler la consommation. C'est un élément de justice pour de nombreuses familles italiennes. Grand perdant de cette nouvelle alliance politique, Matteo Salvini table désormais sur l'échec de la coalition pour revenir au pouvoir à travers des élections anticipées. L'ex-ministre de l'Intérieur a déjà prévu de partir en campagne pour faire tomber le gouvernement. Boris Johnson l'a assuré, le Brexit aura lieu le 31 octobre prochain, avec ou sans accord. Et à 2 mois de l'échéance, les tractations s'intensifient désormais entre les négociateurs britanniques et l'Union européenne pour tenter d'éviter un divorce brutal. On fait tout de suite le point avec notre bureau de Bruxelles. Bonsoir Grégoire Laurie et merci d'être avec nous. Bonsoir Anne-Lise. Alors un calendrier a été mis en place afin de poursuivre le dialogue avec Londres. Quel est ce dispositif et surtout va-t-il permettre de trouver une solution dans les délais impartis ? Eh bien, le rythme va s'intensifier. Il y aura désormais 2 rencontres hebdomadaires. Et pour joindre la parole aux actes, ce nouveau calendrier débutera dès la semaine prochaine. La première de ces réunions est prévue mardi. Les négociations feront le point sur les discussions et les événements du mois d'août. Jeudi, ils seront de retour autour de la table. Cette fois, ils pourraient se concentrer sur les préparatifs en vue d'un Brexit sans accord. Les 2 camps se seraient aussi entendus sur une partie des questions qu'ils souhaitent aborder, y compris le backstop, ce filet de sécurité qui doit empêcher le retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni. Ce dossier est au cœur des difficultés. Le dispositif est rejeté depuis son origine par l'actuel Premier ministre britannique, Boris Johnson. Alors, est-ce que ce nouveau calendrier sera suffisant pour trouver un accord ? C'est à voir. La Commission européenne a répété qu'elle était prête à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le président de l'institution, Jean-Claude Juncker, a aussi appelé Londres à faire des propositions concrètes. La justice écossaise a aussi retoqué un recours de l'opposition britannique qui souhaitait contrer la suspension des travaux parlementaires. Il s'agit d'une première victoire pour le gouvernement de Boris Johnson qui aurait les coups des franches pour s'orienter vers un no deal. Cette décision judiciaire conforte en effet un peu plus le Premier ministre britannique. Cela confirme le calendrier voulu par Boris Johnson et puis cela renforce la perspective d'une sortie sans accord. La fenêtre parlementaire se réduit pour les députés qui veulent faire entendre leur voix. Les parlementaires qui souhaitent le Brexit veulent un retrait ordonné quand le Premier ministre prépare le pays à une sortie radicale. Toutefois, 2 autres procédures sont aussi en cours. L'une en Irlande du Nord, la seconde à Londres et qui a reçu le soutien de l'ancien Premier ministre John Major. De nouvelles révélations sont venues entacher la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen pour représenter la France. Selon vous, cela peut-il compromettre ses chances devant le Parlement ? Le cas de Sylvie Goulard pourrait bien poser plus de problèmes que prévu, non pas pour ses compétences et son engagement européen. La bulle bruxelloise lui reconnaît ses qualités. Ce sont 2 affaires qui pourraient compliquer son chemin vers la Commission européenne et en particulier son audition devant le Parlement européen. Or, les doutes sont liés à ses mandats d'eurodéputé. Sylvie Goulard est citée dans une enquête d'emploi fictif d'assistant parlementaire. L'enquête préliminaire ne la vise pas directement et 2 ans après l'ouverture de la procédure, la police n'a toujours pas remis ses conclusions. Mais les détracteurs de Sylvie Goulard rappellent que c'est justement cette affaire qui avait provoqué sa démission en 2017 de son poste de ministre des Armées. Pourquoi serait-elle plus légitime pour un portefeuille de commissaire ? S'interroge le député européen écologiste Yannick Jadot. Et puis, il y a cette affaire de think tank américain.
Dans sa déclaration d'intérêt au Parlement européen, Sylvie Goulard fait état d'un rôle de conseillère spéciale auprès d'un centre de réflexion. Elle aurait ainsi touché un salaire de plus de 10 000 € par mois. Cette activité n'a rien de secret, il n'y a rien non plus de juridiquement condamnable. Ces activités hors du Parlement européen sont tout à fait légales. Le problème est davantage déontologique. Certains pourraient remettre en cause son plein engagement au cours de son mandat de député. De plus, à l'heure de la moralisation du monde politique défendue par le président français, sa candidate pourrait bien connaître des difficultés au nom de cette même cause. Merci Grégoire Laurie pour ces précisions données depuis notre bureau de Bruxelles. Aux États-Unis, la côte Est se prépare à affronter un nouvel ouragan. Dans quelques heures seulement, Dorian devrait balayer la Floride, où les premières évacuations ont débuté. Le sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de Dorian. L'ouragan est censé toucher les côtes américaines ce week-end. Il a gagné en intensité ces derniers jours et les autorités préviennent qu'il pourrait devenir un ouragan majeur. D'où les conseils de prudence rappelés par le gouverneur de Floride. Nous appelons les habitants de Floride à prévoir des réserves de nourriture, de médicaments, d'eau pour pouvoir tenir durant 7 jours. Ce phénomène météo va progresser lentement et va nous créer une quantité de problèmes. Si vous êtes dans une zone déjà touchée par le passé, vous savez bien qu'il y a de forts risques de coupure de courant. Les habitants de Floride prennent donc leurs précautions et constituent leurs réserves dans les supermarchés comme ici à Miami. Du vin, de l'eau, des sandwichs, j'ai pas peur. Vous savez, ici, des ouragans, il y en a tout le temps. Le ministère de la Défense a tout de même ordonné de déplacer tous les avions de l'armée stationnés habituellement sur la base de Tampa, en Floride. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Euronews.